Guillaumard. Donc, David Guillaumard est ingénieur agronome, directeur de recherche à l'INRA, et économiste. Donc, il nous parlera essentiellement de la PAC, la politique agricole commune, qui, comme vous le savez, est l'un des déterminants de la politique française de l'agriculture. Voilà, je vous laisse la parole en vous demandant, bien sûr, de tenir les temps. 3 quarts d'heure. Merci. Donc je vous surveille. C'est moi qui vous surveille. Vous me surveillez et je vous regarde. Bonjour et merci beaucoup donc, de l'invitation. Alors je ne sais pas si je vais vraiment répondre à vos souhaits parce que je ne vais pas parler que de climat. D'abord parce que ce n'est pas mon domaine de recherche. Voilà. Et le deuxième point, c'est parce que la PAC, donc la politique agricole commune, n'aborde pas les choses vraiment en disant il y a le climat, la biodiversité, etc. Et donc la question un peu c'est la cohérence d'ensemble des objectifs et des politiques publiques qui sont appliquées donc à l'agriculture. Et avant de commencer, donc le premier point, conformément à ce qui m'a été demandé, je vais traiter de la PAC, donc ce qui s'applique dans l'Union. Évidemment, ce n'est pas généralisable à l'ensemble des zones du monde. Il ne faut pas conclure éventuellement ce qu'on a comme résultat de recherche appliqué à l'Union, que ça s'applique aux agricultures africaines, asiatiques, Amérique latine, etc. Alors, très classiquement, en fait, je vais vous présenter les choses en 3 points. Un peu d'histoire, sur une très brève histoire de la PAC, juste pour comprendre où on en est. La deuxième sur la PAC telle qu'elle est aujourd'hui, donc celle qui a été décidée donc, en juin dernier, qui s'appliquera en 2023-2027. Et avant de passer aux conclusions, je traiterai du Green Deal, qui est un peu plus le long terme. Et juste pour commencer par ça, en disant que il faut vraiment être modeste quand on... Moi je suis économiste et statisticien au départ, donc je modélise les marchés agricoles et les politiques publiques, et donc j'ai une approche essentiellement positive. On essaie d'expliquer ce qui se passe, d'où on peut tirer des recommandations normatives. C'est ce qu'on appelle l'économie normative, si vous voulez. Et vous voyez que, par exemple, hier à Glasgow, l'Union européenne, la Commission, suivie par des États membres, ont dit qu'ils allaient réduire les émissions de méthane de 30% en 2030 par rapport à 2020. On vient de décider de la PAC en juin dernier. Il n'y a pas un mot sur le sujet. Donc du coup, il faut être modeste, prendre son bâton, hein, voilà, et dire, mon Dieu. Donc, je voudrais bien voir comment ils vont faire, puisqu'il n'y a rien dans la PAC, sur le sujet. Et du coup, la question, c'est en gros comment on va pouvoir quand même intégrer des objectifs de climat et de biodiversité dans cette sacrée PAC. Alors, c'est issu de différents travaux, et en particulier d'un ouvrage dont là vous avez la version française, c'est en anglais, et d'un rapport qu'on a fait au Parlement sur la compatibilité entre la PAC et le Green Deal, et puis différents articles scientifiques évidemment. Et donc en commençant par le premier point, donc, sur la très brève histoire de la PAC. Alors, voilà, moi je suis économiste, donc sur sciences sociales, donc j'écris beaucoup. Voilà. Donc la PAC de l'origine, il faut revenir à l'origine, donc elle est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, etc., dans une Europe à 6, je vous passe, voilà. Et l'idée, enfin, l'objectif à l'époque, c'était de reconstruire l'agriculture européenne. Donc c'était une question de souveraineté alimentaire et une question d'agriculture moteur de croissance. En fait, il fallait libérer les bras en fait, pour le reste de l'économie. Et donc on a mis en place une politique de substitution aux importations. Donc on a dit, alors je vais prendre un cobaye, donc vous, si vous acceptez, vous êtes l'agriculteur à chaque fois, et on va dire, il faut produire, et donc on va garantir les prix agricoles à la production. Donc je vais vous garantir les prix, je vais vous dire que vous allez toucher tant chaque année. C'est ce qu'on appelait les marathons agricoles à l'époque. Et évidemment, pour faire ça, il faut empêcher que les importations arrivent sur votre marché intérieur, à moindre coût. Donc on va mettre en même temps des droits de douane à l'importation pour empêcher en fait des importations d'arriver sur le marché communautaire. Et puis, puisque vous êtes à un cours intérieur supérieur au cours mondial, si jamais vous êtes exportateur, il faut que vous puissiez aller sur le marché mondial. Donc je vais donner des subventions à l'exportation pour ramener le prix intérieur au cours mondial. Et ça, c'est ce qu'on a fait pendant 30 ans, sur le blé, le lait, la viande bovine, le sucre, avec des différences, mais en gros, c'est ce qu'on a fait. Et ça a été le succès total. Voilà.
On est passé d'une situation où on était importateur net de produits agricoles. Alors, 2 zones tempérées, évidemment, pas l'ananas, pas les bananes, pas le café, etc., mais de produits tempérés, à une situation d'exportateur net de produits agricoles de zones tempérées, alors qu'en même temps, l'Union européenne s'élargissait progressivement. Mais il y a eu des effets contraires. Il y a eu la question de la concurrence sur les marchés internationaux, puisque quand vous passez exportateur et que vous donnez des subventions à des pays qui, eux, exportent sans subvention, considèrent que vous avez introduit des distorsions de concurrence à l'échange. Et puis, il y a eu des effets contraires internes sur la distribution des aides entre les différentes catégories d'agriculteurs et les effets contraires sur le climat et l'environnement, qui est aujourd'hui l'enjeu essentiel. Et la réforme de la PAC de 92, qui est la grande réforme en fait qui a été mise en œuvre, a répondu à la critique externe. Alors pourquoi c'est important de comprendre que c'est ça? En gros, si vous voyez en 84, les exportations de l'Europe de produits agricoles tempérés, voilà, qui étaient à la hausse, ont croisé les exportations américaines qui étaient à la baisse. Donc les deux se sont croisés, et à ce moment-là, les Américains ont dit il faut que ça cesse, si je simplifie, et ils ont dit on va remettre l'agriculture au cœur des négociations du cycle multilatéral, des cycles multilatéraux du GATT, qui est devenu l'OMC depuis. Et du coup, en 92, on a pris une réforme pour satisfaire la contrainte externe, et vous allez voir qu'on l'a satisfait, et c'est important à comprendre, parce que du coup, on a pris un chemin de réforme qui est toujours celui sur lequel on est aujourd'hui. Donc en gros, on répond à une critique externe, alors qu'aujourd'hui, on a des problèmes internes de distribution des aides, et surtout de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Alors ça, je vous le passe, voilà, pour gagner du temps. Et donc, on a fait la première réforme d'ampleur de la PAC en 92, la réforme Akshari, sous la pression multilatérale du GATT devenu l'OMC, et on a dit, il faut arrêter de distordre les marchés. Je ne sais pas si distordre est bien français, mais vous avez compris. Voilà. Et donc, on a remplacé, en fait, les prix, la garantie des prix que mon agriculteur peut toucher, par des aides directes. Et donc, au lieu que ce soit le consommateur qui paye, c'est le contribuable qui s'est mis à payer et qui a payé des aides. En même temps, on a supprimé progressivement les subventions à l'exportation, et c'était rendu possible, puisque progressivement on baissait les prix garantis, qui ont rejoint les cours mondiaux sur un certain nombre de produits. Et on a ouvert le marché européen. Et le point important, c'est qu'on a ouvert de façon modérée. C'est-à-dire que c'est ouvert sous forme de quotas tarifaires. Alors je ne sais pas si... Enfin bon, je vais expliquer un peu, sauf si vous savez. Un quota tarifaire, en gros, c'est vous dites, la France ou l'Union a droit d'importer, enfin importera à un prix réduit par rapport au tarif normal appliqué, mais pour un certain volume seulement. Donc on contrôle toujours les importations, et un bon bout de nos problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui exigent en fait qu'on continue à augmenter les tailles des quotas tarifaires. Donc il y a beaucoup de questions et de discussions sur ces quotas tarifaires. Et donc, quand on a fait ça, donc quand on a donné les aides directes, si je compense totalement mon agriculteur, c'est ce qu'on a fait au début, pour lui c'est neutre, pour son revenu, du moins statique, etc. Dans un deuxième temps, comme on avait des problèmes budgétaires, on lui a donné un peu moins que la perte de revenus qu'il avait par la baisse des prix. Donc la compensation, elle est passée de totale à partielle. Et si vous connaissez les agriculteurs, aujourd'hui ils trouvent que la compensation elle est vraiment très partielle. La question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2021, la réforme était en 92, c'est plus tout à fait les mêmes agriculteurs qui ont subi les baisses des prix de 92 quand même. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais de mes aides directes? Donc l'impact est neutre au début sur les revenus, l'impact il est variable après ce moment de la compensation, et l'impact il est positif sur le consommateur européen qui va bénéficier de prix plus faibles, mais il est négatif sur le contribuable. Et du coup on arrive à ce schéma-là, qui est la PAC aujourd'hui, depuis... Alors, c'est ça? Voilà. Depuis 90, donc on a pris la réforme en 92. Voilà. Et donc ça, c'est le budget de la PAC jusqu'à 2020. Vous
pouvez extrapoler comme vous voulez. Alors, pour simplifier, ça c'est la part de la part du budget agricole rapporté au PIB, donc ça décroît. Bon, on peut considérer que ça ne devrait pas décroître, c'est un autre sujet, mais je n'ai pas le temps de détailler. En haut, vous avez les élargissements progressifs de l'Union. Et puis, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'au début, vous avez compensé totalement, donc les dépenses agricoles ont augmenté. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans une situation dans laquelle les dépenses sont au mieux stables. Et la grande question qui reste, voilà, on est là aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous faites de ça? Et donc, vous voyez que le rouge, c'est les subventions à l'exportation, il n'y en a plus. Donc quand on dit que l'Union européenne a des effets contraires sur les marchés asiatiques, les marchés africains, c'est vrai par certains aspects, mais c'est plus vrai du fait des subventions à l'exportation. Il n'y en a plus du tout. Les aides dites couplées, qui ont des effets sur les marchés, ont été considérablement réduites. Et il reste, en fait, le vert, qui est la part de l'Union, c'est des aides découplées, dont le petit vert assuré, là, qui est assorti de certaines conditions, sur lesquelles je reviendrai. Et le violet, ou le parrain, je ne sais pas comment vous voyez, c'est le deuxième pilier. Donc c'est des aides qui ont été données pour des objectifs de développement rural. Alors, juste un point sur le vert. Alors, si vous voulez quelqu'un poser les unités, en France, à peu près, sur une programmation budgétaire de 7 ans, les aides de la PAC, c'est 55 milliards. Donc, vous donnez 8 milliards par an, et il y a 6 milliards qui sont donnés sous forme d'aides découplées. Donc, je prends ma poche, je donne un chèque, et je vous donne un chèque. Alors, le point très important, c'est que si je veux soutenir le revenu de monsieur, c'est de loin le plus efficace. Hein. Je lui donne directement une aide, comme je donne à vous, etc. La grande question, c'est est-ce que je dois lui donner? Ou donner à vous, qui êtes un autre agriculteur, ou je dois donner ici, ou je ne sais pas à qui, moi, aux instituteurs, aux médecins, à qui vous voulez. Et donc la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous faites, en particulier eu égard à l'environnement, de la barre verte. J'espère que vous me suivez. Hop. Et du coup, les aides, on les a progressivement découplées en fait des conditions de production. Et même on a été plus loin, on a dit, toujours mon agriculteur, vous allez toucher même si vous ne produisez pas. Après, ça on peut contester, hein, comme vous voulez. Mais à nouveau, l'objectif, il est de soutenir son revenu. Et si je veux soutenir son revenu, il n'a pas besoin de produire pour que je soutienne son revenu, quoi. Donc on a découplé des décisions et des choix de production, sous la contrainte internationale. Et le point important à retenir, c'est des choses, 2 ou 3 messages à retenir, c'est qu'on ne reviendra pas sur le sujet. Hein. Il y a une pression internationale qui demeure, même si le GATT et l'OMC ont du mal aujourd'hui à survivre, mais qui demeure. Et donc, ça restera découplé. Et la condition, la question, c'est de savoir si vous allez les asseoir, en fait, sur d'autres critères, et en particulier des critères climatiques et environnementaux. Alors, et donc on peut se poser la question, puisque j'avais découplé, pourquoi il y a toujours un processus de réforme de la PAC depuis 1992 au gré des révisions budgétaires? Donc il y a eu une réforme en 92, il y a eu une autre réforme en 95, 2003, 2009, 2013, 2015, 2021. Voilà, on revient progressivement. Alors il y a 2 choses. La première, c'est parce qu'il y a une question d'égalité en fait entre agriculteurs. Alors, c'est la répartition des soutiens budgétaires entre produits. Voilà. C'est-à-dire avant on favorisait beaucoup les produits du Nord, enfin les pays du Nord, enfin, la France, la Belgique, etc. Donc la betterave, le blé, etc. Au détriment des produits du Sud, l'huile d'olive. On a corrigé. Et surtout, on a corrigé via le découplage, puisque maintenant, je lui donne une aide, quelle que soit la production qu'il fait. Je simplifie. Il y a ensuite la question de la répartition entre pays. Les nouveaux États membres, ils ont un processus d'adhésion transitoire. On ne leur donne pas l'aide tout de suite en entier, mais on la donne de façon progressive. Et en particulier aux 12 États membres de l'Est, qui sont arrivés progressivement, et qui réclament aujourd'hui d'avoir les mêmes niveaux d'aide que les autres pays européens. En particulier, si vous allez dans l'Est, Slovénie, Pologne, etc., on peut les appeler les nouveaux États membres. Ça fait un moment qu'ils sont là quand même. Ils n'aiment pas du tout quand vous appelez les nouveaux États membres.
Et puis surtout, il reste la question de la répartition entre exploitations. Parce que l'aide que je donne, on l'a assise en fait sur un facteur de production, on l'a assise sur la terre. Alors pas la terre que monsieur cultivait au temps T, mais qui cultivait au temps T-1, pour maintenir le découplage. Mais du coup, il y a une incitation très forte à ce qu'il agrandisse son exploitation, puisque plus la terre, plus il touche en fait d'aide. Et du coup, la question qui se pose aujourd'hui pour les économistes, c'est de savoir si les aides à l'hectare ont augmenté ou ont tendance à accélérer l'augmentation de la taille des exploitations. Et la deuxième chose, c'est le climat et l'environnement. Il y a les effets contraires des pratiques agricoles et systèmes agricoles bien intensifs sur le climat, qui légitiment en fait une intervention publique. Alors je vais m'essayer un schéma, je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle. Alors, je vais essayer d'expliquer le plus simple pour vous montrer ce que je veux montrer. Ça, c'est l'équilibre privé. Vous avez le prix et la quantité. D'accord ? Et en fait, ça ne tient pas compte des effets, mettons, de pollution que vous avez par la pollution azotée, les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que le vrai coût, en fait, le coût marginal public, tenant compte des externalités négatives, donc de ce que l'on produit en termes de pollution, il devrait être ici à E public, donc l'équilibre public, avec un prix plus fort et une quantité moindre. Et donc tout le jeu aujourd'hui du climat et de l'environnement dans la PAC, c'est d'essayer de voir comment vous pouvez passer d'ici à là, avec évidemment toutes les incertitudes sur la mesure, etc. Ça je passe, que j'ai montré tout à l'heure. Donc quand vous essayez de faire ça, vous avez une sous-optimalité de l'équilibre privé par rapport à l'équilibre public, et donc vous allez chercher à restaurer en fait l'optimalité. Et la question, c'est que vous pouvez faire ça de 1000 manières. Alors ici, j'en ai illustré 3. Vous pouvez mettre une taxe à la production. Donc vous allez dire, je vais taxer sa production, il va payer plus cher, ça va l'inciter à moins produire. Donc il y a une taxe, il produit ici, voilà, et le prix augmente du produit de la taxe. Le producteur, il est pénalisé parce qu'il paie la taxe. Le consommateur, il est pénalisé parce que le prix augmente. L'environnement est bénéficiaire et le contribuable, il gagne parce qu'il prélève la taxe. Mais vous pouvez faire la même chose par un quota de production. Vous dites, ok, je vous bloque à ce niveau-là. Pardon, j'ai mis le truc dans l'œil. Je vous bloque ici. Donc le producteur, il est toujours pénalisé. Le consommateur, il est toujours pénalisé parce que le prix va augmenter. L'environnement est bénéficiaire, mais là, le contribuable, il est content parce qu'il ne paye rien. Et le producteur, il est moins pénalisé parce qu'il ne paye pas la taxe. D'où la question des quotas de production. Et vous pouvez faire un quota de production et l'aider en fait. Donc lui verser aussi une subvention pour compenser sa perte de profit. Et là, le producteur, ben, il est à zéro. Parce que certes, je l'ai obligé à moins produire, mais en même temps, je lui ai donné une aide. Et donc, toute la question de la PAC et du climat et de l'environnement dans la PAC, ben, puisque je peux faire, et encore là, j'en ai plus 3, mais on peut faire de 10 000 manières, c'est qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est équitable à faire. Et donc ça, c'est une décision politique sur laquelle les économistes n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, comme j'ai essayé de vous montrer au début. Et donc, il y a des interventions au titre du climat et de l'environnement qui ont des effets redistributifs très contrastés. Voilà. Et donc, c'est ça qui est aujourd'hui au cœur des discussions sur la PAC, telle qu'elle a été appliquée ou telle qu'elle va être appliquée à partir de 2023. C'est au cœur des discussions sur le Green Deal et c'est au cœur, de façon générale, des politiques publiques sur les systèmes agricoles et alimentaires. Alors, deuxième partie, la PAC 2023, les principales décisions. Alors voilà la PAC simplifiée. Comme j'ai dit aux étudiants, la PAC pour les mieux, mais c'est pas vous, hein. Alors, parce que c'est compliqué la PAC quand on rentre dans le détail, il y a 2 piliers, le 1 et le 2. Le 1, il est totalement financé par Bruxelles, le 2, il est cofinancé par les États et les régions. Le 1, il vise le soutien des revenus. Le 2, théoriquement, le développement rural. Et après, dans chaque pilier, comme on dit, vous avez un ensemble d'instruments. Alors, vous avez ce qui est de loin la part la plus importante, c'est le paiement de base, c'est l'aide découplée, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Après, il y a un paiement redistributif, alors qu'on a introduit pour dire, ah oui, mais c'est vrai, mais comme le paiement de base, je l'ai assis sur les hectares, plus vous avez d'hectares, plus vous touchez. Ok, je vais corriger. Donc je mets un paiement redistributif sur les premiers hectares. C'est la demande de la France, en passant. La demande
l'ancien ministre que vous verrez après-midi. Alors, pour la petite histoire, c'est assis sur les hectares, je ne sais pas s'il en reparlera, parce qu'il n'a pas pu faire autrement, parce qu'il voulait mettre à l'emploi, mais il n'a pas pu parce qu'il y a d'autres États membres qui ont refusé. Donc c'est assis sur les 52 premiers hectares. Et oui. Ensuite, il y a l'éco-régime qu'on a introduit, sur lequel je reviendrai. C'est un instrument en fait pour l'environnement. Il y a un paiement pour les jeunes agriculteurs et il reste un certain nombre d'aides couplées à certaines productions, et en particulier aux productions animales de ruminants, pardon. Et aujourd'hui, on veut en fait étendre ça aux protéines. Et dans le deuxième pilier, vous avez un ensemble de mesures qui couvrent notamment les MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques, qui sont destinées à soutenir l'environnement, les compensations des handicaps naturels, qui en France s'appellent ICHN, les aides à l'investissement, bref, gestion des risques, etc. Et puis, il y a la conditionnalité, c'est-à-dire que vous êtes obligé de respecter un socle commun, en fait, dites de bonnes pratiques pour toucher les aides du premier pilier. Je continue. Et donc, du coup, dans la PAC, par rapport au climat et à l'environnement, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'architecture verte, composée en fait de 3 mesures. La première, vous avez ce qu'on appelle la conditionnalité. Alors ça, par exemple, c'est avoir une diversité minimale de vos cultures pour pouvoir toucher les aides. C'est maintenir les zones humides, enfin certaines zones humides de certaines tailles. Voilà. Vous avez en fait ce qu'on appelle l'éco-régime ou l'éco-scheme en anglais, sur lequel je reviendrai, qui est le nouveau dispositif, et vous avez les MAEC. Et en gros, retenez que les MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques, et éco-régime, c'est la même chose en fait. Enfin, en tout cas, pour un économiste public, sauf que l'un est totalement payé par Bruxelles, et l'autre est payé en fait par les États et par les régions. Et donc voilà ce qu'on a décidé en juin dernier. On a intégré les mesures du verdissement dans la conditionnalité, donc on a théoriquement renforcé. En fait, pas vrai, pas pour beaucoup. Voilà. On a maintenu le paiement de base par hectare, où on a opéré une certaine convergence externe. Convergence externe, ça veut dire que comme les différents États membres touchaient des montants différents, peu à peu, on harmonise. Voilà. Et à la demande en particulier de la France, il n'y a pas harmonisation totale encore, on n'est qu'à 85%. C'est une bêtise un peu, hein, parce que du coup, on est toujours coincé par ce truc-là, qui nous empêche d'avoir d'autres marges de manœuvre, parce qu'on est obligé de demander l'accord des autres pour avoir une convergence moins que totale. On a introduit le paiement redistributif que la France mettait déjà, on l'a mis en œuvre dans tous les États membres, mais c'est déjà ce que nous faisait. On a mis l'éco-régime, sur lequel je reviendrai. On a augmenté le paiement aux jeunes agriculteurs. Et dans les aides couplées, on a introduit les protéines. Alors, il y a 55 milliards, 8 milliards par an, 6 milliards d'aides découplées, 1,1 milliard d'aides couplées. Sur les 1,1 milliard d'aides couplées par an, il y a 800 millions qui vont aux vaches laitières, enfin aux bovins viande d'abord, aux vaches laitières, puis aux ovins caprins. Si vous voulez mettre des aides aux protéines, il faut les prendre sur quelqu'un. Donc il faut prendre aux vaches, pas aux vaches, c'est ce que je veux dire. Aux vaches, aux bovins, etc. Du coup, c'est pas content, hein. Quand vous prenez un éleveur du Massif central et que vous lui dites on va prendre des aides pour donner aux protéines, ils ne sont pas contents. Et un des énormes problèmes de la PAC aujourd'hui, y compris de l'intégration du climat et de l'environnement, c'est que vous ne pouvez raisonner que vous raisonnez par vase communicant. C'est-à-dire je prends à l'un pour donner à l'autre. Donc celui à qui vous prenez, il n'est pas content. Et évidemment, celui qui reçoit, il est plus content. Mais celui qui reçoit, on va lui prendre aussi par un autre mécanisme. Ce qui fait qu'on n'y comprend plus grand-chose, en fait. Et c'est un énorme problème, parce que de rustine en rustine, on a vraiment du mal à retrouver la logique générale de la réforme. Il y avait aussi la possibilité de transférer entre les deux piliers qu'on n'a pas utilisé. C'est mis en œuvre dans le cadre d'un nouveau modèle, qui est dit un nouveau modèle de gouvernance, enfin un New Delivery Model en anglais, on dit même NDM en français, qui fait surtout que du coup, alors là, je prends monsieur du coup, parce que vous êtes agriculteur, vous êtes l'État français, et moi je suis Bruxelles. Il va me proposer un plan, que moi je vais discuter, accepter ou pas. Et on en est là aujourd'hui. Donc il va me proposer le plan stratégique national pour la France, dans lequel il va dire, voilà mes objectifs, voilà comment je vais les mettre en œuvre, et voilà les indicateurs que je vais avoir. Donc c'est cette partie-là.
PSN, Plan stratégique national, indicateur. La France, le 21 septembre, je crois, vient de rendre la première version de son plan stratégique national. Et l'Europe, enfin la Commission, doit l'accepter. Et dans son plan stratégique national, je vous invite à le lire parce que ça fait 612 pages. Voilà. Bien écrit. Pas bien écrit, on peut bien écrit parce qu'en gros, ça répond à la demande de la Commission. Donc c'est écrit d'une certaine manière pour répondre à la demande de la Commission. Donc en particulier, vous voyez aujourd'hui des avis qui sortent dans la presse, etc., qui disent « vous auriez dû prendre en compte ceci et cela ». Ce à quoi les ministères répondent « mais non, parce que j'ai répondu à une commande de la Commission qui m'a dit de ne prendre en compte que les interventions de mon plan stratégique, alors que c'est dans d'autres mesures ». Bref, tout ça se mélange de telle façon qu'on puisse dire un peu ce qu'on veut à la fin. C'est un peu l'objectif aussi, sans doute. Et du coup, la question où on en est aujourd'hui, donc, dans chaque État membre, c'est de définir son plan stratégique national. Alors, ce qui reste à décider, donc, c'est le contenu des plans stratégiques nationaux sur la base des décisions de juin dernier. Et sur la base des décisions de juin dernier, on a donc défini les règles de base de la conditionnalité. Je vais prendre le climat et l'environnement, puisque c'est ça qu'on vise. Alors, c'est surtout climat et biodiversité dans la conditionnalité. Il y a un peu l'eau et les sols aussi. Donc, il y a différentes mesures, et on dit, par exemple, vous allez protéger les zones humides, voilà, les mares, etc. Vous allez maintenir un certain pourcentage d'infrastructures agroécologiques. Vous allez ne pas labourer dans les zones Natura 2000, etc. Donc, il y a toute une liste. Mais après, ça, c'est traduit, en fait, dans les règlements nationaux, enfin, au niveau des États membres. Et il y a une latitude au niveau des États membres. Ce qui fait que d'ailleurs c'est du coup très dur d'analyser quels sont les effets potentiels de la réforme. Il y a évidemment la question de l'éco-régime, qu'est-ce que vous mettez dedans, sachant qu'en juin, on a obtenu le fait qu'on devait consacrer 25% du budget du P1 sur l'éco-régime. Voilà, je recommence, 55, 8 milliards, 25% de 8 milliards, doivent être donc consacrés au climat et à l'environnement dans l'éco-régime. Donc c'est là que se situe aujourd'hui la bataille. Et puis, il y a aussi ce que vous allez faire dans les mesures du deuxième pilier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous analysez en fait la réforme de la PAC telle qu'elle a été décidée et qu'elle sera mise en œuvre à partir de 2023, c'est très très dur de dire ce que ça va donner en termes de climat et d'environnement, puisque vous avez encore beaucoup d'incertitudes au niveau de conditionnalité, éco-régime et mesures de deuxième pilier. Néanmoins, la France, elle, a fait une première version de son plan stratégique qui a été très critiquée par la Cour des comptes et par l'autorité environnementale. Et donc, elle a critiqué les choses en disant qu'il n'y a pas d'ambition climatique et environnementale suffisante. Enfin, c'est largement insuffisant. Et en fait, dans le détail, quand vous regardez un peu plus tous ces avis-là, ce qu'on constate, c'est que c'est très dur en fait d'analyser, et la recherche pareil, on est dans le même état, d'analyser en fait les conséquences des mesures politiques sur les comportements des agriculteurs, sur les changements de pratiques et des systèmes, et les changements de pratiques et systèmes, les impacts environnementaux. Donc cette chaîne causale là, on l'a pas. Et en gros, pour prendre mon domaine à moi, qui est celui de l'économie, ce qu'on savait faire, à peu près, sans prétention, c'était les mesures et politiques économiques, l'impact sur les comportements et l'impact sur la compétitivité ou les revenus. On a peu à peu mis de l'environnement et du climat, mais on ne sait pas bien faire quand même. Et tout à l'heure, ce qu'a présenté Melinda, quand vous êtes à Bruxelles à discuter des plans stratégiques, eh ben, ce qui est dit est tout à fait juste, hein, mais eux, ils ont besoin des émissions des vaches, point. Hein. En gros, on dit, tant de vaches, je me fais un coefficient, allez, vas-y que je te, et puis c'est bon. Parce qu'on a besoin d'appliquer ça au niveau de tous les États membres. Et du coup, il y a un énorme hiatus entre les données qui sont utilisées en fait pour les politiques publiques et évidemment l'état du système d'information, et c'est ça qu'il faut compléter, parce qu'au risque de dire des bêtises en fait sur un certain nombre de mesures. Donc ils ont critiqué en fait l'absence d'analyse quantitative sur politique, changement de pratique, impact climatique et environnementaux. Sur les indicateurs, ils ont critiqué, parce que les indicateurs, en gros, ce qu'on dit, ce n'est pas des indicateurs d'impact, mais c'est des indicateurs de moyens mis en œuvre. Et donc on va dire par exemple, monsieur qui coupe